Au cours des années précédant le début de la guerre, la politique d'Hitler manquait de lignes claires. À certains moments, le Führer a cherché à se rapprocher de la Grande-Bretagne, imaginant qu'une alliance avec Londres lui servirait de tremplin pour diriger son offensive finale contre l'Union soviétique. Plus tard, cependant, il changea de perspective et préféra annuler toute influence britannique sur le continent, optant pour une attaque préventive contre la France. Pour protéger son flanc est, au cas où il déciderait de frapper d'abord à l'ouest, il pressa son ministre des Affaires étrangères, Joachim von Ribbentrop, de négocier avec la Pologne afin de forger un pacte. Varsovie, consciente du risque de tout affrontement avec Staline et soupçonnant, à juste titre, qu'Hitler voulait seulement transformer la Pologne en État subordonné, répondit avec une extrême prudence. Pourtant, les dirigeants polonais commirent une grave erreur par pur calcul opportuniste. En 1938, lorsque l'Allemagne pénétra dans les Sudètes, les troupes polonaises profitèrent de l'occasion pour occuper la région tchécoslovaque de Teschen, qu'elles revendiquaient depuis 1920 pour des raisons ethniques, et étendirent leurs frontières jusqu'aux Carpates. Cette action exaspéra Moscou et suscita l'alarme à Paris et à Londres. Cette confiance excessive à Varsovie s'avéra finalement fonctionnelle au plan d'Hitler. Avec le temps, il devint évident que le projet polonais de former un bloc centre-européen capable de contenir l'expansion allemande, qu'ils appelaient « Troisième Europe », n'était qu'une illusion. Le 8 mars 1939, quelques jours avant d'envoyer ses troupes occuper Prague et achever ce qui restait de la Tchécoslovaquie, Hitler informa ses commandants militaires de son intention de détruire la Pologne. Il affirmait qu'ainsi l'Allemagne pourrait s'approprier les ressources polonaises et étendre son contrôle vers le cœur de l'Europe centrale. Il était convaincu qu'il devait soumettre la Pologne par la force et non par des pactes diplomatiques, avant de lancer son offensive sur le front occidental. À cette occasion, il manifesta également son intention d'affronter ce qu'il appelait la démocratie juive des États-Unis. Le 23 mars, les forces allemandes occupèrent le territoire lituanien de Memel pour l'incorporer à la Prusse orientale. Hitler décida d'accélérer ses plans de guerre par crainte du rythme de réarmement de la Grande-Bretagne et de la France. Cependant, il ne prêta pas attention aux déclarations de Chamberlain du 31 mars à la Chambre des communes, où celui-ci garantissait un soutien militaire à la Pologne. Le 3 avril, Hitler ordonna à ses généraux de préparer l'opération K-Blanc, c'est-à-dire l'invasion de la Pologne, qui devait être prête à la fin août. Chamberlain, profondément anticommuniste, se méfiait de tout rapprochement avec Staline et surestima les capacités défensives des Polonais. Il ne parvint pas à articuler à temps une alliance solide pour freiner l'expansion allemande en Europe centrale et dans les Balkans. En réalité, les promesses britanniques à Varsovie impliquaient tacitement d'exclure l'Union soviétique de ce bloc. Pour Hitler, parvenir à un accord avec Staline était la clé qui lui permettrait de lancer son offensive, d'abord contre la Pologne, puis contre la France et la Grande-Bretagne, même en l'absence d'alliés formels. Le soi-disant pacte de fer, signé avec l'Italie le 22 mai, avait peu de signification car Mussolini estimait que son pays ne serait pas en mesure de faire la guerre avant 1943. Hitler, en revanche, se fiait à son intuition que Londres et Paris reculeraient et ne tiendraient pas leurs garanties si l'Allemagne attaquait la Pologne. La machine de propagande du Troisième Reich s'intensifia contre les Polonais, les présentant comme responsables de l'agression qui se préparait en réalité contre eux. Parallèlement, Hitler s'assura de bloquer toute possibilité de négociation diplomatique de dernière minute, n'étant pas disposé à répéter l'expérience de se voir privé d'un conflit militaire en échange de concessions inattendues. Pour convaincre l'opinion publique allemande de la nécessité d'une guerre contre la Pologne, Hitler fit sans hésitation appel au ressentiment persistant depuis la Première Guerre mondiale. Il rappela à son peuple que Varsovie avait reçu la Prusse occidentale et une partie de la Silésie après le détesté traité de Versailles. La question de la ville libre de Danzig et du couloir polonais, qui séparait la Prusse orientale du reste du Reich, fut présentée comme une offense intolérable. Danzig e le couloir polonais, l'excuse parfaite. Durante os primeiros meses de 1939, enquanto a Europa vivia uma calma superficial, o regime nazista concentrou-se numa faixa estreita que cortava a continuidade territorial entre o centro da Alemanha e a Prússia Oriental.
Essa separação, imposta pelo Tratado de Versalhes, não apenas dividia regiões, mas alimentava um discurso de injustiça e perda que se espalhava por todos os níveis do aparato ideológico nazista. Nessa mesma área, encontrava-se Danzig, uma cidade com maioria de população alemã, administrada internacionalmente desde o fim da Primeira Guerra Mundial, mas economicamente ligada à Polônia. Com o tempo, tornou-se o epicentro do esforço propagandístico e estratégico do Terceiro Reich. A tática de Berlim era apresentar o caso de Danzig como uma questão urgente de justiça nacional. Embora oficialmente se falasse em buscar soluções diplomáticas, jornais aliados ao regime inundavam suas páginas com manchetes alarmistas, relatos manipulados e acusações de supostos maus-tratos a cidadãos alemães. A intenção não era apenas construir um argumento para uma futura agressão, mas também preparar a população alemã para aceitar como legítimo qualquer ato extremo apresentado como defensivo. Paralelamente, a diplomacia nazista operava nas margens da legalidade. Em março, durante a comemoração da tomada da Tchecoslováquia, o governo de Hitler apresentou a Varsóvia uma proposta formal exigindo a anexação de Danzig e a construção de um corredor terrestre sob controle alemão. Essa faixa, essencial para o acesso marítimo da Polônia, não podia ser cedida sem renunciar à soberania nacional. Embora apresentada como uma oferta bilateral, o documento foi redigido de forma que fosse impossível aceitá-lo sem humilhação. E assim ocorreu. A Polônia recusou. Essa recusa foi o estopim para escalar o confronto. A partir de abril, em Berlim, discutiam-se planos cada vez mais diretos para impor seus objetivos sem provocar uma reação imediata da França ou do Reino Unido. A guerra já não era uma possibilidade distante. Organizavam-se reuniões, ajustavam-se discursos e afinavam-se os preparativos logísticos. Cada comunicado oficial mencionava provocações polacas. Cada imagem mostrava supostos abusos e cada declaração buscava posicionar a Alemanha como vítima. Em Danzig, a situação evoluía de acordo com essa narrativa. Com o apoio do Reich, as autoridades locais começaram a agir como se a cidade já fosse parte da Alemanha. Símbolos poloneses foram removidos, funcionários não alinhados foram expulsos e eventos públicos com estandartes nazistas foram organizados. Embora formalmente a cidade permanecesse sob mandato internacional, na prática já funcionava como uma extensão do Reich. Os protestos de Varsóvia nos fóruns diplomáticos receberam apenas respostas vazias. Durante junho e julho, a pressão tornou-se mais evidente. Unidades foram posicionadas próximas ao corredor polonês. Exercícios militares em larga escala foram executados e emissários enviados a diversas capitais estrangeiras para garantir que qualquer futura intervenção fosse apresentada como uma resposta forçada. Era um plano de duplo objetivo: preparar a população alemã para uma guerra legítima e, ao mesmo tempo, dissuadir as potências de intervir. Depuis Varsovie, la direction politique a choisi de maintenir une ligne de fermeté sans évaluer pleinement ses conséquences. Céder à ce moment-là signifiait valider les exigences de Berlin et affaiblir sa propre position régionale. Bien que des messages en provenance des puissances occidentales aient assuré leur intérêt à éviter une autre annexion forcée, les signaux étaient ambigus et changeaient selon le canal. Les diplomates polonais détectaient des contradictions entre les gestes publics et les conversations privées, mais l'on conservait néanmoins l'attente que toute avancée allemande serait répondue. Cette lecture incomplète de la situation extérieure n'a pas modifié la ligne du gouvernement, qui a continué à prendre des décisions sous la prémisse qu'une invasion pouvait encore être évitée si la pression était maintenue quelques jours de plus. L'appareil de propagande du régime a intensifié son activité. Depuis des stations situées en Prusse orientale et à Danzig, on diffusait quotidiennement des récits de violences commises par des fonctionnaires polonais. Arrestations injustifiées, restrictions économiques, agressions. Ces récits étaient reproduits par la presse officielle et répétés lors de meetings, dans les écoles et dans les organisations de jeunesse. Dans chaque recoin du Reich, un slogan revenait sans cesse. Danzig doit revenir à la maison. À l'approche des derniers jours d'août, le climat était extrêmement tendu. Bien que le conflit n'ait pas encore éclaté, on rapportait presque quotidiennement des affrontements mineurs à la frontière. Coups de feu, sabotages, mouvements militaires ambigus.
Beaucoup de ces incidents étaient délibérément provoqués pour accroître la pression et créer l'impression qu'une réaction allemande était inévitable. Le temps était devenu un outil politique. Chaque jour, sans réponse internationale, renforçait l'idée que le Reich pouvait progresser sans subir de véritables conséquences. C'est alors qu'a été exécutée l'une des mises en scène les plus sombres du régime nazi, l'incident de Gleiwitz. Dans la nuit du 31 août, un groupe d'agents de la SS déguisés en insurgés a fait irruption dans la station de radio de cette ville, située en Haute-Silésie. Ils avaient préparé un court message en polonais qui a été partiellement diffusé, proclamant « Attention, ici Gleiwitz ». La station est entre les mains des Polonais, mais ce n'était pas tout. Pour renforcer la supercherie, les agents ont traîné un paysan nommé Franz Oniok, arrêté la veille en raison de son passé nationaliste. Ils l'avaient drogué, vêtu d'un uniforme militaire polonais, et une fois sur place, l'ont exécuté d'un coup de feu. Son cadavre a été laissé à la vue de tous comme preuve photographique de l'attaque supposée. Cette opération, partie d'un plan plus vaste appelé Opération Himmler, avait pour objectif de créer une justification immédiate pour l'offensive déjà décidée. Hitler n'avait pas besoin d'une agression réelle. Il lui suffisait d'une scène montée, d'une voix diffusée à la radio et d'un corps en uniforme au sol pour soutenir le récit selon lequel l'Allemagne ne faisait que se défendre. Danzig, présenté comme un symbole d'injustice, est devenu le déclencheur. Le couloir polonais a cessé d'être seulement une question territoriale pour devenir la ligne de démarcation entre une diplomatie ratée et une guerre déclarée. Bien que tout le monde sache ce qui s'annonçait, presque personne n'a agi. Pendant que l'Europe hésitait, Berlin avait déjà décidé. L'étincelle était allumée. Il ne restait plus qu'à la laisser tomber. Trahie par l'Occident, la Pologne sans alliés. Alors que les dirigeants polonais étaient convaincus que la pression allemande pouvait être freinée par des gestes fermes, dans les bureaux européens, les signaux étaient autres, plus subtils et dangereux, où la véritable direction se décidait sans coup de feu ni applaudissements. À Londres et à Paris, les promesses de soutien se répétaient, mais ne correspondaient pas toujours au mouvement réel, tandis qu'à Berlin, les derniers détails étaient peaufinés pour éviter qu'une guerre avec la Pologne ne se transforme en un conflit immédiat contre les puissances occidentales. C'est sur ce terrain ambigu que s'est joué le dernier pas vers la catastrophe. Malgré la tension croissante autour de Danzig et du corridor, la posture des puissances européennes resta limitée à des gestes diplomatiques sans mesures concrètes. Alors que Berlin avançait dans ses plans en toute autonomie, les cercles politiques polonais interprétaient les signaux étrangers comme des garanties implicites de soutien, convaincus que toute tentative d'annexion provoquerait une réponse immédiate. Cependant, cette perception reposait davantage sur la répétition de promesses formelles que sur des évaluations réelles de la disposition militaire, et à Varsovie, on évitait de remettre en question la solidité de ces engagements, même lorsque les signes de distanciation devenaient évidents. Au cours de l'été, alors qu'Hitler accélérait ses ordres internes, les négociations avec Moscou suivaient un chemin différent. Jusqu'alors, l'Union soviétique avait maintenu ses distances avec Berlin, mais se montrait également sceptique envers Paris et Londres. Les discussions visant à associer Staline à un accord commun pour freiner l'Allemagne étaient marquées par la méfiance mutuelle, la lenteur des délégués britanniques et le refus occidental d'accepter certaines exigences soviétiques sur les zones d'influence. Moscou ne voulait pas entrer en guerre sans garantie concrète et ne faisait pas davantage confiance à la volonté réelle de la France et du Royaume-Uni de s'opposer immédiatement au régime nazi. Dans ce contexte, Hitler offrit ce que les puissances occidentales n'avaient pas voulu céder, une division claire des territoires en cas de conflit. L'accord se concrétisa rapidement et sans témoins externes. Fin août, l'Allemagne et l'URSS signèrent un pacte qui surprit le monde, mais qui avait pour les deux une logique directe. Le traité de non-agression scellait une trêve entre deux systèmes opposés, mais l'essentiel résidait dans le document additionnel, confidentiel, où étaient tracées les lignes de partage de l'Europe orientale. Selon cet arrangement, la Pologne serait partagée en deux, les pays baltes absorbés par Moscou et Berlin aurait voie libre pour avancer vers l'ouest. À Varsovie, la nouvelle fut un coup inattendu. Jusqu'alors, les autorités polonaises considéraient que l'URSS serait, au minimum, un obstacle pour Hitler et non un allié circonstanciel. Les tentatives d'obtenir des informations directes de Moscou n'ont donné aucun résultat clair.
et les réponses britanniques étaient ambiguës. La perception de l'isolement s'accentuait, mais les décisions principales avaient déjà été prises. Les troupes continuaient de se concentrer à la frontière, les discours officiels insistaient sur l'unité nationale, et la possibilité de se retirer de Danzig ou d'accepter une formule de compromis n'était plus à l'ordre du jour. La voie de la fermeté était la seule qui semblait possible, bien qu'elle reposât sur un réseau de convictions non étayées par des faits. Du point de vue militaire, les commandants français savaient qu'ils n'étaient pas prêts pour une offensive immédiate, et le Royaume-Uni n'avait pas la capacité de déployer rapidement des forces. Pourtant, les engagements pris par les deux gouvernements envers la Pologne continuaient d'être répétés dans la presse et par les canaux diplomatiques. On parlait de soutien total, d'honneur partagé et de conséquences graves pour tout agresseur, tout en évitant simultanément des actions concrètes qui pourraient déclencher une guerre sans retour. L'espoir, tacite mais présent, était qu'Hitler fasse marche arrière ou qu'une négociation de dernière minute ouvre une issue. À Berlin, cette ambiguïté fut interprétée comme une faiblesse. Hitler comptait sur le fait que la France et le Royaume-Uni ne réagiraient pas immédiatement s'ils se contentaient d'attaquer la Pologne, et le pacte avec Moscou renforçait cette perception. C'est pourquoi il donna l'ordre final de préparation de l'invasion, fixant une date précise et établissant que, en cas de réaction défavorable, les contacts diplomatiques seraient utilisés pour gagner du temps. Tout indiquait que l'ennemi direct n'était ni Paris ni Londres, mais Varsovie, et que toute résistance serait brève si l'attaque était menée rapidement et avec une force écrasante. Dans les jours précédant l'offensive, les ambassades travaillaient à plein régime. Des lettres étaient envoyées, des réunions urgentes organisées et des avertissements publics prononcés pour tenter de freiner l'attaque sans céder en apparence. La Pologne attendait toujours un signal fort qui ne vint jamais, tandis que le gouvernement britannique discutait de scénarios internes et que le cabinet français évaluait ses options sans trouver de solution claire. La situation s'était tellement resserrée que tout pas semblait conduire à un point de non-retour, mais personne ne voulait être le premier à véritablement agir. À Moscou, le pacte signé était appliqué avec précision. Tandis que la presse soviétique gardait le silence sur l'accord avec Berlin, les préparatifs militaires à la frontière occidentale s'intensifiaient, les regards tournés vers la carte déjà convenue, bien que les citoyens l'ignorent. La coopération tacite avec l'Allemagne ne signifiait pas sympathie, mais convenance. Staline considérait qu'il gagnerait du temps, éviterait un affrontement immédiat avec l'Occident et élargirait sa zone de contrôle sans avoir à tirer le premier coup. Dans ce calcul froid, la Pologne était un obstacle temporaire pouvant disparaître sans intervention directe initiale. Les garanties offertes à Varsovie dans les mois précédents, surtout britanniques, furent interprétées par les Polonais comme des engagements fermes, presque automatiques. En réalité, ni la France ni le Royaume-Uni n'avaient défini de mécanisme concret pour intervenir immédiatement. Le message politique de soutien total ne correspondait ni à la capacité opérationnelle, ni à la volonté réelle de se lancer dans une guerre totale pour Danzig. Ainsi, tandis que les discours à Londres et Paris insistaient sur la fermeté, les généraux savaient qu'il n'y aurait pas d'attaque occidentale dans les premières semaines et que la Pologne affronterait seule le premier assaut. Même avec ces informations disponibles dans certains cercles, à Varsovie, les décisions centrales n'ont pas été modifiées. L'idée que résister quelques jours suffirait pour que les puissances alliées interviennent et que le pays ne pouvait céder du territoire sans compromettre sa souveraineté a été maintenue. L'idée d'un retrait tactique ou d'un accord temporaire avec Berlin a été écartée pour des raisons politiques, stratégiques et symboliques. Le résultat fut que, lorsque les chars ont franchi la frontière, le pays se trouvait seul, pris entre un ennemi ouvert et un autre qui n'avait pas encore montré ses cartes. Ainsi s'acheva le temps des discours et commença celui des armes. Tout ce qui aurait pu être dit dans les bureaux, réunions et télégrammes fut enseveli sous le fracas des moteurs et des tirs. La Pologne entra en guerre sans en avoir pleinement conscience, croyant qu'il restait des jours pour négocier, sans imaginer que le terrain avait déjà été partagé en secret et que les engagements les plus répétés n'étaient en réalité que des mots flottant dans un monde où le silence avait été plus fort que les cris d'avertissement. L'aube de la terreur. Ainsi commence le 1er septembre 1939, à 4h30 du matin, aux environs de Danzig,
Un cuirassé allemand a tiré sans avertissement préalable sur une garnison polonaise sur la péninsule de Westerplatte, lançant l'attaque par des salves d'artillerie qui ont secoué la côte. En même temps, des unités mécanisées franchissèrent la frontière par différents secteurs dans l'obscurité totale, exécutant un déploiement synchronisé dont la priorité était de prendre des points clés avant l'aube. Les gares, les croisements stratégiques et les dépôts étaient les premiers objectifs. Parallèlement, des avions survolaient des zones habitées, provoquant des coupures d'électricité et des dégâts matériels qui paralysaient les services essentiels, contribuant à créer une atmosphère de chaos. Il n'y eut ni déclaration officielle, ni ultimatum, ni avertissement préalable. L'action fut si rapide et dispersée que, durant les premiers instants, de nombreuses autorités polonaises crurent qu'il s'agissait de raids limités. Mais au fur et à mesure que les rapports arrivaient de différentes régions, il devenait évident qu'il ne s'agissait pas d'un incident isolé, mais d'une offensive coordonnée se déployant sur plusieurs fronts en même temps. Dans plusieurs localités proches de la limite occidentale, les habitants se levèrent en entendant des explosions et des rafales provenant de différents points. Certains regardèrent par curiosité, pensant qu'il s'agissait d'exercices, d'autres fuirent, sans savoir où aller. De petits groupes de soldats polonais tentaient de bloquer certains accès, mais le passage des véhicules ennemis était rapide et constant. Les routes avaient été repérées à l'avance et les Allemands arrivaient par des zones non protégées. Au sud, ils traversèrent des cols montagneux sans rencontrer de résistance, tandis que de la chaîne de commandement allemande arrivaient des rapports sur l'avancée dans différents secteurs. À Berlin, un message officiel justifiait l'opération comme une réaction forcée. En réalité, le déploiement avait été préparé à l'avance, suivant une séquence planifiée ne laissant aucune marge d'erreur. À peine le soleil se leva, plusieurs villes polonaises étaient déjà sous pression, dont Cracovie, qui ressentit le rugissement des avions survolant son espace en trajectoire droite, comme pour montrer qu'ils pouvaient le faire sans opposition, et à Varsovie, la capitale, l'atmosphère devint lourde et tendue, les sirènes commençant à retentir avec une intensité croissante, tandis que les habitants tentèrent de comprendre ce qui se passait. Car les informations officielles tardèrent à arriver et pendant un bon moment, les radios diffusaient musique ou programmes habituels. Jusqu'à ce que, peu après 6 heures du matin, le gouvernement confirme que le pays était attaqué par l'Allemagne sur différents fronts et ordonne à toutes les unités mobilisées de prendre position, tandis que les micros invitaient la population à rester calme, même si beaucoup savaient déjà que ce calme ne reviendrait pas de sitôt, car le bruit de l'artillerie et des avions ne cessait pas. Dans les gares, des centaines de personnes s'entassaient pour tenter de se rendre vers l'est, s'éloignant du front occidental, où les premiers trains avaient été détournés ou annulés pour des raisons de sécurité, tandis que dans certains petits villages, il n'y avait même pas eu le temps de fuir, car les chars et véhicules blindés apparaissaient si rapidement qu'ils prenèrent le contrôle sans rencontrer de résistance. Dans ces lieux, les premiers civils devinrent des victimes collatérales, pris entre des tirs croisés, des effondrements ou simplement pour avoir été au mauvais endroit, tandis que les commandants polonais tentaient de se réorganiser face à une attaque qui ne suivait pas une ligne droite, mais avançait selon différents axes, débordant les défenses fixes et se concentrant sur la coupure des routes de communication entre les principales villes, où chaque minute perdue signifiait la perte d'un autre point stratégique. À 8 heures du matin, on parlait déjà de multiples affrontements dans des zones comme Tukola, Mokra ou Mława, où certaines unités polonaises offrirent une résistance immédiate, infligeant quelques pertes aux forces envahissantes, bien que la différence de moyens fût visible dès le premier affrontement, car tandis que les défenseurs utilisaient la cavalerie ou des canons anciens, de l'autre côté arrivaient des colonnes avec un soutien aérien constant, une coordination radio et des renforts proches. C'est pourquoi, dans certains secteurs, l'avancée fut plus lente, mais elle ne s'arrêta pas. Et vers 10 heures du matin, plusieurs aérodromes polonais avaient déjà été bombardés, mettant hors de combat une partie de l'aviation nationale avant même son décollage, compliquant encore plus l'organisation d'une défense aérienne efficace, tandis que sur la radio officielle, les premiers communiqués militaires étaient diffusés sur un ton ferme, décrivant que le pays résisterait et ne céderait pas à l'agression. À Danzig, l'atmosphère avant l'attaque avait été façonnée par des semaines de propagande, d'expulsion et de gestes de défi envers le mandat international.
Le contrôle allemand se consolida rapidement avec le soutien des unités locales, tandis que la marine assurait les accès stratégiques et que les symboles polonais disparaissaient sans confrontation ouverte. L'action faisait partie d'une opération plus large, où les bombardements et l'occupation symbolique allèrent de pair. Cette formule, déjà testée dans d'autres territoires, créa parmi la population un sentiment d'inévitabilité. Dans les localités encore non atteintes par l'avancée, les récits des déplacés, le bruit lointain des explosions et les informations partielles alimentaient une anxiété croissante, affaiblissant toute tentative de résistance spontanée. À midi, le président polonais et les hauts commandants militaires étaient déjà réunis pour décider des mesures à prendre, tandis que les appels diplomatiques depuis Paris et Londres se multipliaient. Bien qu'aucune déclaration formelle de guerre contre l'Allemagne n'ait encore été faite par les puissances occidentales, on parlait déjà de conséquences graves, tandis que les gouvernements tentaient de confirmer si l'invasion était totale ou partielle, temporaire ou étendue. Mais sur le terrain, il n'y avait aucun doute sur ce qui se passait, car les trains militaires continuaient d'avancer sur les voies occupées. Les camions de ravitaillement arrivaient sans pause, et les cartes d'opération de l'armée allemande indiquaient qu'il ne s'agissait pas d'une provocation limitée, mais du début d'une opération complète visant à désarticuler la structure défensive du pays en moins d'une semaine. Au cours de cet après-midi, les affrontements ont continué dans différents secteurs, tandis que les communications devenaient de plus en plus compliquées. Les messages arrivaient en retard ou se perdaient dans les interférences. Les commandants locaux ont commencé à prendre des décisions de manière autonome car ils ne pouvaient pas attendre les ordres du centre. Dans ce désordre, de nombreuses unités se sont retrouvées isolées, prises entre deux colonnes ennemies ou encerclées sans le savoir, ce qui a conduit à des redditions prématurées, des déplacements chaotiques et également à des combats désespérés où il ne s'agissait plus d'arrêter l'envahisseur, mais de résister le plus longtemps possible jusqu'à pouvoir se réorganiser. Pendant ce temps, de l'autre côté, les divisions continuaient leur avancée sans pause, capturant arsenaux, gares et points d'observation, toujours avec l'avantage de décider du rythme, du moment et de la direction de la prochaine action. Tempête de fer, tanks, Stuka et effondrement polonais. Le deuxième jour de septembre s'est levé avec des colonnes de blindés avançant sans pause sur des routes poussiéreuses, traversant des villages détruits et des champs dégagés. Les formations allemandes ne s'arrêtaient pas pour consolider leur position, elles poursuivaient simplement leur route vers l'est, reliée par une chaîne continue de véhicules légers, camions transportant de l'infanterie et sections d'artillerie automotrice. Depuis le ciel, le bruit des moteurs se faisait entendre avant même que les projectiles ne touchent, et les escadrons de bombardiers tactiques semaient la panique à chaque endroit où se rassemblait une résistance improvisée. Durant cette première semaine, la combinaison de rapidité et de précision aérienne a brisé tous les plans prévus par les défenseurs, qui ne pouvaient maintenir le contact entre les unités ni réorganiser les lignes de défense. À mesure que les forces motorisées avançaient sur les routes principales, de nombreuses garnisons se retrouvaient encerclées sans avoir tiré un seul coup. Dans les centres de commandement allemands, l'avancée était enregistrée comme une séquence fluide et ininterrompue. Les unités ne suivaient pas un axe fixe, mais modifiaient leurs itinéraires selon le terrain et la situation immédiate. Dans plusieurs secteurs, les lignes polonaises disparaissaient de la carte avant de résister, laissant de vastes zones ouvertes. Les rapports recueillis indiquaient que de nombreuses formations ennemies agissaient isolément sans savoir où se trouvaient leurs propres réserves, ni d'où pouvait venir la prochaine attaque. Les actions aériennes visaient à couper les accès logistiques et à semer la confusion dans les points de réorganisation, rendant tout contre-ordre difficile. Au lieu de consolider les zones conquises, les forces allemandes privilégièrent la vitesse. Lorsqu'une défense solide était détectée, on n'insistait pas, elle était contournée ou laissée derrière. L'important n'était pas d'occuper, mais de continuer. Cette logique rompait avec les schémas traditionnels et annulait toute possibilité de récupération tactique par le commandement polonais. Le 3 septembre, alors que l'attention internationale se concentrait sur les annonces de guerre de la France et du Royaume-Uni, les divisions allemandes continuaient de traverser les rivières sans opposition réelle. Les structures défensives que la Pologne avait érigées à la frontière occidentale étaient devenues inutiles, n'ayant pas freiné l'avance initiale. À ce moment-là,
les Stukas s'opéraient presque sans restriction, lançant des attaques répétées sur les troupes en retraite et semant le chaos dans le trafic militaire. Dans plusieurs secteurs, les bataillons de cavalerie polonaise furent surpris en terrain découvert, sans possibilité de se réfugier. Certains tentèrent de se regrouper dans les forêts, mais l'aviation connaissait déjà les points clés de rassemblement et agissait à l'avance. Il n'y avait ni trêve ni pause, les avions revenèrent sans cesse sur les mêmes cibles jusqu'à ce qu'elles se taisent. Les colonnes mécanisées allemandes, souvent sans couverture directe, pénétraient à vitesse constante à l'intérieur du pays, trouvant des villages vides et des routes dégagées. Il n'était pas nécessaire de nettoyer les zones conquises car l'objectif n'était pas d'occuper, mais de continuer à avancer. La coordination entre les unités était assurée grâce à un réseau de messagers à moto et de véhicules légers allant et venant sans cesse. Depuis le haut commandement allemand, l'impulsion était de ne s'arrêter sous aucun prétexte. Cela impliquait de laisser sur les côtés de la route des foyers de résistance non éliminés, ce qui aurait été impensable lors de campagnes précédentes. Mais en ces jours, il était confirmé que cette tactique fonctionnait. En laissant les retardataires derrière, le front devenait plus confus pour l'ennemi, qui ne savait plus où se trouvaient les points critiques. Le commandement polonais ne parvenait plus à diriger ce qui se passait sur le terrain. Les liaisons logistiques étaient rompues à plusieurs endroits, les ordres arrivaient en retard ou n'arrivaient pas, et certaines divisions se déplaçaient sans coordination centrale. Les positions défensives destinées à arrêter les blindés ne suivaient aucun critère stratégique, et les rares effectifs bien positionnés étaient isolés après le premier impact. Dans plusieurs régions, les unités allemandes faisaient irruption sans avertissement, récupéraient des fournitures et poursuivaient leur progression sans s'arrêter. Elles ne suivaient aucune direction prévisible, rendant impossible toute réponse avant que tout soit dépassé. Le chaos s'étendait dans les zones situées derrière les lignes de combat. Des caravanes de déplacés, des soldats grièvement blessés et des patrouilles dispersées arrivaient dans des villages où personne ne savait ce qui se passait. Les tentatives de rétablir le contrôle territorial étaient vaines, car le front n'existait plus en tant que tel. Les colonnes ennemies n'avançaient pas en bloc, mais selon des trajectoires indépendantes qui perturbaient toute prévision. Alors que certaines unités arrivaient à l'avance sur des points clés, d'autres empruntaient des détours inattendus. Cette fragmentation maintenait le rythme de l'avancée et annulait toute stratégie défensive organisée. Lorsqu'une zone semblait résister, l'attaque venait par un flanc non protégé ou depuis les airs. Au 5 septembre, plusieurs villes centrales étaient déjà à portée de l'ennemi, sans confrontation frontale. Les fonctionnaires civils fuyaient sans signaler et les nœuds ferroviaires étaient bloqués par des trains abandonnés ou bombardés. Certaines unités encore en déplacement étaient arrêtées avant de compléter leur itinéraire. Dans certaines zones, l'artillerie allemande agissait avec une précision qui ne pouvait s'expliquer que par un repérage préalable du terrain. En périphérie de Łódź, un groupe polonais tenta de monter une opération de maintien, mais fut attaqué par un feu croisé avant de commencer l'avancée. Les chars ennemis, connaissant bien la région, optaient pour des chemins moins fréquentés pour surprendre depuis des zones non surveillées. Pendant le 6e et le 7e jour, les commandements polonais parlèrent déjà de repli général vers l'est, mais de nombreux secteurs ne pouvaient pas se déplacer car ils étaient isolés. Dans certains cas, les chefs d'unité recevaient des ordres contradictoires ou insensés, tandis que les rapports indiquaient une perte totale de contact avec des divisions entières. Au sud, la résistance dans les zones montagneuses tenta de ralentir les véhicules légers par des obstacles naturels, mais fut surpassée par des unités qui prirent des détours et attaquèrent par l'arrière. L'idée de former un deuxième front de défense était abandonnée, faute de temps et de moyens. Pendant ce temps, les Allemands occupaient des points clés tels que dépôts, passages fluviaux et antennes radio, sans avoir besoin de combats prolongés. Le 8 septembre, Varsovie était presque encerclée. Les forces envoyées pour renforcer sa défense parvenaient à peine à arriver, tandis que d'autres restaient coincées sur des routes déjà prises ou impraticables. De l'intérieur, les autorités tentaient d'organiser une résistance urbaine sans information claire sur les mouvements ennemis. L'avancée allemande avait été trop rapide et ce qui restait du système défensif commençait à se dissoudre sans possibilité de réponse coordonnée. La semaine avait commencé par des attaques surprises et s'était terminée avec la moitié du pays hors de contrôle.
En seulement 7 jours, la combinaison de chars rapides, d'aviation tactique et de commandement flexible avait dépassé toute prévision. L'armée allemande n'avait pas besoin d'occuper tout ce qu'elle traversait, il suffisait d'avancer. À ce moment-là, ce qui allait suivre ne dépendait plus des lignes défensives, mais d'une réalité impossible à inverser. L'ennemi n'avait pas le temps de se réorganiser, et chaque nouvelle tentative était écrasée avant même de commencer. Incapable de les arrêter, une armée polonaise dépassait sur tous les plans. Les formations polonaises déployées dans les zones sud et nord ne parvenaient pas à se connecter entre elles. Au centre du pays, les divisions étaient mal positionnées et n'avaient pas d'instructions claires. Certaines unités, comme celle du groupe d'armées prusse, n'étaient pas encore entièrement mobilisées lorsqu'elles furent frappées de plein fouet par les attaques ennemies. Ce regroupement, prévu comme force de réserve, n'a jamais opéré de manière unifiée, et ces régiments furent poussés vers différents points sans coordination ni soutien aérien. Au cours de cette semaine, les plans sur papier perdaient tout sens face à une offensive qui ne laissait aucun répit et ne suivait pas les schémas attendus. Dans la zone nord, les unités polonaises n'ont pas réussi à arrêter l'avancée ennemie. Des tentatives de résistance ont eu lieu à différents endroits, mais les bombardements initiaux ont désorganisé toute réponse. Certaines formations se sont retrouvées incapables de manœuvrer avant même d'ouvrir le feu. Les officiers tentaient de regrouper les troupes, mais de nombreuses routes étaient bloquées et d'autres déjà occupées. La retraite devenait confuse, avec des routes remplies de soldats isolés, de personnel non combattant et de transports inutilisés. La désorganisation s'étendait à mesure que les points de rassemblement étaient hors de portée. Pendant ce temps, dans le sud du pays, les forces destinées à défendre les régions montagneuses faisaient face à des difficultés similaires. Les unités à Cracovie et autour de Katowice étaient dispersées, mal approvisionnées et sans contact régulier avec le commandement supérieur. Certains régiments attendaient des renforts qui n'arrivaient jamais, tandis que d'autres se déplaçaient vers des zones déjà traversées par des unités ennemies. Le commandement polonais tentait de réagir, mais l'absence de visibilité réelle sur la situation générale rendait impossible la prise de décision cohérente. Sans moyens de transport modernes, il était impossible de suivre le rythme effréné des colonnes allemandes. De nombreuses unités se déplaçaient en train immobilisés après les bombardements ou sur des routes en terre où les véhicules tombaient souvent en panne. Dans ce contexte, les commandants prenaient des décisions sur le terrain, guidés par ce qu'ils pouvaient observer. La situation se compliquait car les voies de liaison étaient fragmentées et les messages arrivaient en retard, obligeant les chefs régionaux à agir de manière autonome dans un environnement de plus en plus chaotique. Sur le plan politique, les messages de soutien de l'étranger n'étaient accompagnés d'aucune action réelle. Bien que la France et la Grande-Bretagne aient déclaré la guerre, aucune offensive efficace n'a été lancée à l'ouest. Le commandement polonais continuait d'espérer l'ouverture d'un second front, mais voyant les jours passer sans changement, le moral commençait à s'éteindre. Néanmoins, il fut ordonné de résister en tout point possible, bien que les chances de succès diminuassent de jour en jour. Les décisions du haut commandement étaient prises sans avoir une image claire de la situation, et de nombreux ordres étaient déjà obsolètes à leur arrivée. Les forces aériennes polonaises, très réduites et avec peu d'avions opérationnels, ne parvenaient pas à couvrir tous les fronts. La majorité des appareils étaient utilisés pour la reconnaissance ou pour des missions ponctuelles sans grand effet. Les pilotes ne disposaient pas de pistes de décollage sûres, et les attaques ennemies sur les bases les forçaient à se déplacer sans cesse. Au sol, les défenses antiaériennes étaient rares et concentrées dans certaines villes, incapables de protéger les colonnes en mouvement. La supériorité aérienne ennemie rendait tout déplacement risqué. Les unités qui tentaient d'établir une nouvelle ligne de défense étaient interrompues avant de terminer leur déploiement. Parfois, lorsqu'elles parvenaient à freiner momentanément une avancée, elles étaient contournées par d'autres formations apparaissant de directions imprévues. Dans les zones rurales, les routes n'étaient pas adaptées au passage constant des troupes et de nombreuses positions restaient isolées sans voie d'approvisionnement. Dans plusieurs localités, les officiers décidèrent de rester sur place sans attendre d'ordre, tandis que d'autres groupes se dissolvaient simplement au milieu du mouvement constant. À travers le pays, le manque de réserves organisées empêchait l'envoi de renforts vers les points critiques. Les nouvelles recrues n'atteignaient pas les fronts et étaient réaffectées avant d'entrer en combat.
Les hommes récemment mobilisés se rassemblaient dans des dépôts de recrutement dépourvus d'équipements suffisants et dans certains cas se voyaient assigner des missions sans entraînement préalable. La rapidité de l'avancée ennemie rendait impossible l'achèvement de la mobilisation complète prévue plusieurs mois auparavant. De nombreuses divisions restaient incomplètes et les chefs locaux devaient réorganiser leurs effectifs sans manuel ni procédure claire. Le haut commandement polonais tenta d'établir une ligne de résistance le long de la Vistule, mais l'arrivée désordonnée des troupes compliqua cette intention. Sur certains tronçons du fleuve, les ponts avaient déjà été détruits ou étaient constamment surveillés. Néanmoins, on tenta de créer un nouveau front en utilisant des unités mixtes et ce qu'il restait des corps les plus éprouvés. Parallèlement, les contacts avec les Alliés n'apportaient pas de réponse utile. De Paris et Londres arrivaient des messages d'encouragement, mais sans détails concrets sur des actions immédiates. L'espoir d'un soutien externe commençait à s'affaiblir dans les rapports internes, bien qu'officiellement on continue à y compter. L'effondrement des lignes de communication, la fragmentation des unités, la lenteur des déplacements et l'absence de réaction alliée créaient un contexte où il n'était plus possible de maintenir une stratégie centralisée. Chaque groupe agissait avec les informations à sa disposition et dans les quartiers généraux seuls des éléments fragmentaires étaient recueillis. Dans cet environnement, la capacité de réaction se réduisait à des tentatives locales, sans impact global. Parallèlement, les villes les plus importantes commençaient à se préparer à accueillir des milliers de soldats repliés depuis les fronts, mais les trains étaient occupés, les routes encombrées et l'incertitude dominaient chaque décision. De l'Est et de l'Ouest, l'invasion double et la faim. Alors que les combats faisaient encore rage sur le front occidental, une avancée inattendue a débordé les défenses polonaises par l'arrière. Le 17 septembre, les troupes de l'Union soviétique ont franchi la frontière orientale sans déclaration formelle de guerre. Elles se déplaçaient en colonnes organisées, avançant rapidement sur des territoires à peine défendus. Dès le début, les forces du Kremlin évitaient les affrontements avec les Allemands, se déplaçant dans des secteurs que la Wehrmacht n'avait pas encore pris, respectant ainsi les termes convenus secrètement quelques semaines auparavant. Le gouvernement de Varsovie, déjà submergé par les attaques venant de l'Ouest, se retrouva encerclé. Le plan d'évasion vers la Roumanie fut immédiatement activé. Ce même jour, les plus hautes autorités civiles et militaires quittèrent le pays en passant par Kouty, laissant les restes de l'armée sans chaîne de commandement unifiée. Les forces soviétiques ne rencontrèrent pas de résistance organisée. Dans de nombreux villages, la population locale, surtout des Ukrainiens et des Biélorusses, observait en silence ou collaborait avec les nouvelles troupes arborant des drapeaux rouges. Les unités polonaises encore actives dans la région orientale furent isolées, certaines se désarmant sans combattre, tandis que d'autres furent encerclées et capturées. Parallèlement, la pression allemande à l'ouest se poursuivait sans relâche. Les forces blindées continuaient de couper les lignes ferroviaires et de prendre des points stratégiques, tandis que l'aviation bombardait les routes utilisées par les soldats et les civils pour fuir. Varsovie, assiégée depuis plusieurs jours, résistait aux attaques par l'artillerie lourde et les bombardements quotidiens. La ville, densément peuplée et dépourvue de services de base, subissait chaque heure les effets du siège. En parallèle, à Brest-Litovsk, les représentants des deux armées victorieuses organisèrent une cérémonie commune. Les commandants allemands et soviétiques défilèrent sur la place principale, échangeant des salutations et coordonnant le transfert des secteurs préalablement définis. Sur le terrain, des ajustements furent appliqués à la ligne de démarcation entre les deux puissances. L'accord, initialement tracé sur des cartes pendant l'été, fut redessiné pour permettre un contrôle plus efficace. Certains villages pris par la Wehrmacht furent cédés aux forces du Kremlin, tandis que d'autres points restèrent sous contrôle allemand pour sécuriser les voies logistiques. Dans ce contexte, la coopération entre les deux forces fut visible dans d'autres villes comme Lwów et Grodno, où des opérations coordonnées furent menées pour assurer une occupation complète sans interférence. Dans les régions du sud, les dernières formations polonaises furent piégées entre deux offensives simultanées. Depuis l'Est, des colonnes de l'armée rouge avançaient depuis la Volhynie et la Galicie orientale, occupant des zones clés sans rencontrer de résistance organisée. Les routes de fuite étaient bloquées une à une.
Sans contact avec le commandement ni accès aux ressources de base, les détachements perdaient rapidement leur cohésion. Certains tentèrent de quitter le pays en traversant forêts et rivières vers la Lituanie ou la Hongrie, abandonnant ce qu'ils ne pouvaient emporter. Parallèlement, les patrouilles soviétiques interceptaient ceux qui s'aventuraient hors des routes principales, et des milliers de militaires et de civils furent conduits dans des zones sous contrôle du Kremlin sans possibilité de retour. Le 28 septembre, après plus de 2 semaines de siège, Varsovie se rendit. La ville, submergée par l'effondrement urbain et sans espoir de soutien extérieur, ne pouvait plus résister. La décision de cesser le combat fut prise par les commandants locaux, constatant que prolonger la lutte ne ferait qu'aggraver les souffrances civiles sans modifier le résultat. La résistance, bien qu'épuisée, se maintint jusqu'au dernier moment comme un geste de dignité face à un ennemi qui contrôlait déjà tout autour de la capitale. Avec la fin de l'avancée et sans foyer de résistance significatif, l'occupation du territoire était désormais un fait irréversible. Les structures centrales s'étaient effondrées et le pouvoir effectif était entre les mains des nouveaux contrôleurs étrangers. Dans de nombreux villages proches des anciennes frontières internes, les habitants observaient les premiers changements sans comprendre pleinement quelle autorité régissait désormais leur vie. Alors que les troupes établissaient des contrôles, des dépôts et des commandes administratives, la vie quotidienne se paralysait, attendant des ordres dans une autre langue et selon d'autres règles. Il n'y avait pas de transition claire, seulement un silence du pouvoir où l'ancien avait disparu et le nouveau ne montrait pas encore pleinement sa forme. La coopération entre les deux puissances ne se limita pas au domaine militaire. Elles échangèrent des listes d'ennemis communs, coordonnèrent des arrestations et partagèrent des informations sur les mouvements résiduels. Les officiers polonais capturés par les Allemands furent remis aux Soviétiques s'ils résidaient dans des zones désormais sous leur contrôle. Il en fut de même dans l'autre sens. Cette collaboration silencieuse, bien que temporaire, eut des conséquences directes pour des milliers de personnes transférées dans des camps ou exécutées sans jugement. Parallèlement, les deux puissances lancèrent des campagnes de propagande interne, présentant leur intervention comme nécessaire et légitime. À Berlin, il s'agissait de restaurer l'ordre face au chaos. À Moscou, de protéger les minorités et de garantir la sécurité régionale. Avec la reddition des derniers foyers de résistance début octobre, la campagne militaire fut considérée comme terminée. En à peine 5 semaines, un pays de plus de 30 millions d'habitants avait disparu de la carte politique européenne. L'invasion double, exécutée avec précision et sans coordination officielle entre les alliés envahisseurs, avait atteint son objectif sans que les puissances occidentales n'interviennent directement. La France et le Royaume-Uni, bien que formellement en guerre contre l'Allemagne, n'entreprirent aucune offensive sur le front occidental durant cette période. La Pologne fut abandonnée, fragmentée et entièrement occupée. À partir de ce moment, une nouvelle phase commença sous des régimes opposés, mais avec des méthodes similaires de contrôle et de répression. Dans les territoires occupés, la vie quotidienne changea immédiatement, et pour des millions de personnes, l'avenir fut scellé sous une occupation étrangère sans date de fin. Ainsi se conclut la campagne de septembre, avec un pays démembré par deux puissances qui, quelques semaines plus tôt, avaient signé un pacte secret. Les troupes allemandes et soviétiques, entrant depuis les extrémités opposées, se rencontrèrent au centre et y scellèrent la disparition temporaire d'une nation qui avait résisté autant qu'elle le pouvait. La guerre ne faisait que commencer, mais pour la Pologne, la phase initiale avait déjà laissé des cicatrices profondes et des blessures ouvertes qui ne guériraient pas rapidement. Esclavage, génocide et silence occidental, l'avenir qu'ils ont permis. Après l'occupation allemande, les cadres du parti nazi mirent en place un système de sélection massive de Polonais destinés à être transférés au Reich comme main-d'œuvre forcée, en plus de choisir de jeunes femmes qui seraient employées comme servantes. Hitler a clairement indiqué au chef de l'armée, le général Walter von Brauchitsch, que l'objectif était de disposer de travailleurs bon marché et de priver l'Allemagne de ce qu'il qualifiait d'indésirable. Les enfants aux cheveux blonds correspondant aux canonariens furent séparés de leurs familles et envoyés sur le territoire allemand pour être adoptés. Parallèlement, Albert Förster, Gauleiter de Prusse occidentale Danzig, provoqua de vives critiques parmi les secteurs les plus radicaux du régime en autorisant qu'un grand nombre de Polonais soient reclassés comme Allemands.
Bien que ce processus fût humiliant pour beaucoup, il représentait la seule alternative pour éviter l'expulsion et conserver leurs biens. Cependant, les hommes ne purent échapper longtemps à la conscription. Ils furent bientôt enrôlés de force dans la Wehrmacht. Le 4 octobre, Hitler proclama une amnistie générale qui exonérait de toute responsabilité les soldats impliqués dans le meurtre de prisonniers et de civils. Officiellement, ces actions étaient justifiées comme une réaction à la haine accumulée par les prétendues atrocités polonaises. Cependant, tous les membres de l'armée ne partageaient pas ce point de vue. De nombreux officiers exprimèrent leur malaise face à ce qu'ils interprétaient comme un affaiblissement de la discipline. Un des témoignages les plus clairs apparut dans la lettre d'un commandant d'artillerie qui décrivait des scènes dantesques. « Nous avons été témoins d'horreurs où des soldats allemands pillent et incendient des maisons, tuent et volent sans mesurer les conséquences. » Dans ces mots se reflétait l'indignation de ceux qui voyaient des hommes adultes agir sans conscience de leurs actes, violant les règles de base et souillant ce qui, en théorie, devait être l'honneur du soldat allemand. Le lieutenant-général Johannes Blaskowitz, commandant de la 8e armée, protesta vigoureusement contre les massacres de civils perpétrés par la SS avec l'aide de la Sicherheitspolizei et du Volksdeutscher Selbstschutz. Lorsque Hitler entendit son rapport, il réagit avec fureur et lui lança « On ne peut pas mener une guerre selon les règles de l'armée du salut ». Toute autre plainte des commandants militaires était accueillie par le sarcasme et le mépris. Malgré cela, de nombreux officiers allemands partageaient l'idée que la Pologne n'avait pas le droit d'exister. Aucun d'entre eux ne s'opposa à l'invasion pour des raisons éthiques, et plusieurs vétérans, anciens membres du Freikorps après la Première Guerre mondiale, se souvenaient de leurs violents affrontements frontaliers avec les Polonais en Silésie. La campagne en Pologne et ce qui suivit servit de répétition générale pour le futur Rassenkrieg, guerre raciale, que Hitler préparait contre l'Union soviétique. Environ 45 000 personnes, polonais et juifs, moururent aux mains des troupes régulières allemandes. Les Einsatzgruppen de la SS fusillèrent à la mitrailleuse des patients d'hôpitaux psychiatriques. Sous le nom secret Opération Tannenberg, un détachement de ces groupes spéciaux fut déployé à l'arrière de chaque armée, avec pour mission d'éliminer ou de capturer aristocrates, juges, journalistes, professeurs et toute personne susceptible de devenir un chef de la résistance polonaise. Le 19 septembre, Reinhard Heydrich informa sans ambiguïté le général Franz Halder qu'une purification serait entreprise, juifs, intellectuels, prêtres et aristocrates. Au début, ces actions de terreur étaient désordonnées, notamment celles perpétrées par les milices de la minorité allemande locale, mais vers la fin de 1939, elles commencèrent à prendre un caractère plus systématique et organisé. Bien qu'Hitler n'ait jamais caché sa haine viscérale envers les Juifs, l'extermination systématique et industrielle qui commença en 1942 ne faisait pas partie dès le départ d'un plan clairement conçu. Son antisémitisme maladif le poussait à répéter l'idée que l'Europe devait être purifiée de toute présence juive. Mais avant le déclenchement de la guerre, ces projets visaient davantage à exercer une pression insupportable pour forcer l'émigration et non à l'anéantissement physique. La soi-disant politique nazie face à la question juive n'a jamais été uniforme. En réalité, parler de politique peut être trompeur si l'on considère le chaos institutionnel du Troisième Reich. Le mépris de Hitler pour les affaires administratives permit l'apparition d'un enchevêtrement d'organismes et de ministères en compétition. Les tensions entre Gauleiter, la SS, les hiérarques du parti et l'armée elle-même conduisirent à un manque de coordination déconcertant, en contradiction ouverte avec l'image de discipline et d'efficacité que le régime voulait projeter. Un simple commentaire improvisé du Führer ou le désir de devancer ce que l'on croyait être sa volonté suffisait pour que différents fonctionnaires et autorités mettent en œuvre des mesures et des projets de leur propre initiative sans consulter d'autres instances et sans se soucier de la cohérence générale. Le 21 septembre 1939, Reinhard Heydrich dicta une directive fixant les mesures préliminaires concernant la population juive de Pologne, qui, avant l'invasion, s'élevait à environ 3,5 millions de personnes, soit près de 10% de la population totale, la proportion la plus élevée d'Europe. Dans la zone contrôlée par les soviétiques, il y avait environ 1,5 million de personnes,
auxquels s'ajoutèrent 350 000 autres fuyant vers l'Est devant l'avancée de la Wehrmacht. Selon l'ordre, les Juifs restant sous occupation allemande devaient être concentrés dans de grandes villes bien desservies par le chemin de fer, préparant ainsi des déplacements massifs. Le 30 octobre, Himmler ordonna que les Juifs du Gau de la Warta soient immédiatement transférés vers le territoire administré par le gouvernement général. Les logements qu'ils laissaient devaient être attribués à des colons Volksdeutsch dont beaucoup n'avaient jamais vécu dans le Reich et dont la langue était à peine compréhensible pour les Allemands. Hans Frank, qui gouvernait de manière autoritaire et corrompue depuis le château de Cracovie, réagit avec colère en apprenant qu'il devrait accueillir des centaines de milliers de Juifs et de Polonais déplacés. Aucun plan n'existait pour loger ou nourrir ces masses humaines, ni pour savoir que faire d'elles. En théorie, les Juifs aptes au travail seraient exploités comme main-d'œuvre esclave, tandis que les autres seraient temporairement confinés dans des ghettos urbains jusqu'à ce qu'ils puissent être réinstallés. En pratique, la rétention dans des ghettos sans ressources ni nourriture suffisante entraîna la mort de nombreux individus par famine ou maladie. Bien qu'il ne s'agisse pas encore d'un programme d'extermination systématique, ces décisions représentèrent une étape cruciale dans cette direction. Les difficultés liées au déplacement de millions de personnes vers une colonie, supposée jamais clairement définie, conduisirent à envisager de plus en plus sérieusement l'idée qu'il serait plus simple de les éliminer que de les réinstaller. Parmi les premières décisions de Hans Frank en prenant ses fonctions de gouverneur général de Pologne, il y eut celle de retirer personnellement l'aigle d'argent qui couronnait le château royal de Varsovie, qu'il associait à la prétendue oppression exercée par les Polonais sur le peuple allemand. Il ne manifesta aucun intérêt pour la reconstruction des ruines du centre de la capitale, dévastées par les bombardements de la Luftwaffe, et déplaça le siège administratif à Cracovie, s'installant au château de Wawel. La fonction essentielle de Frank à la tête du gouvernement général consistait à démanteler l'identité culturelle polonaise. Tout en promouvant la culture allemande par l'ouverture de théâtres, cinémas, librairies et musées consacrés à l'art allemand, il s'acharnait à marginaliser la langue polonaise et à confisquer les postes de radio, interdisant leur possession pour empêcher la population d'écouter sa langue, sauf par des haut-parleurs de rue diffusant en polonais les victoires allemandes. En peu de temps, il ordonna la fermeture de toutes les scènes, interdisant les représentations théâtrales, les chansons populaires, les concerts dans les cafés et toute expression de la musique traditionnelle, y compris celle de Chopin. De plus, il imposa des restrictions destinées à humilier et soumettre. Les Polonais se virent interdire de pratiquer des sports, de voyager en train, d'utiliser des restaurants ou de s'asseoir sur des bancs de parc réservés exclusivement aux Allemands. Son objectif déclaré était d'affaiblir les capacités intellectuelles et morales de la population, favorisant à la place l'alcoolisme, l'avortement et des spectacles théâtraux basés uniquement sur le sexe et l'érotisme. Un autre des crimes dans lesquels Hans Frank participa directement fut le développement de l'Holocauste. C'est lui qui promut l'idée de concentrer des dizaines de milliers de Juifs dans un territoire isolé situé dans la soi-disant réserve de Lublin, au sud-est de la Pologne. Il fut également responsable de la création du ghetto de Varsovie, où dès 1940, environ 400 000 personnes d'origine juive furent entassées, avant d'être déportées vers les camps d'extermination de Treblinka, Belzec et Sobibor. Les documents officiels portent sa signature autorisant des mesures ayant conduit à la mort de près d'1 million de Juifs pendant la Shoah. Et il ordonna également l'envoi d'environ 2 millions de Polonais comme travailleurs forcés au Reich, où ils furent exploités presque comme des esclaves dans des usines destinées à approvisionner la machine militaire allemande. Bien qu'il ait participé activement à la soumission de la population polonaise et à la répression de sa culture, interdisant ses traditions, déplaçant des communautés entières et contribuant au génocide, Frank entretenait un conflit intérieur contradictoire. Personnellement, il ne ressentait pas de haine profonde envers les Polonais, mais il se montrait incapable de désobéir aux ordres venant de Berlin. L'exemple le plus révélateur de cette tension se produisit en 1942, lorsque Heinrich Himmler lui proposa un plan visant à déporter toute la population polonaise vers un territoire créé dans une Russie vaincue.
Frank s'opposa à l'idée, ce qui entraîna le 5 mars son passage devant un tribunal disciplinaire des SS. Néanmoins, il en sortit pratiquement indemne, la seule sanction consistant à accepter la supervision d'un inspecteur du NSDAP au sein de l'administration du gouvernement général. Le pouvoir croissant des SS au sein du gouvernement général a fini par provoquer des affrontements avec Hans Frank, qui a publiquement exprimé son opposition à Himmler dans plusieurs discours prononcés à Berlin, Vienne, Munich et Heidelberg. Lorsque Hitler a eu connaissance de ces épisodes, le 16 août, il lui interdit de participer à des événements publics et le 24 du même mois, il le sanctionna sévèrement en le privant de toutes ses fonctions au sein du NSDAP. Cette décision mit Frank en colère, qui déposa sa démission en tant que chef du gouvernement général de Pologne. Mais le Führer refusa sa démission et le força à rester en poste comme Gauleiter. À partir de 1943, le gouvernement général, sous la direction de Frank, obtint de Hitler une certaine flexibilité pour appliquer une politique un peu plus conciliante envers les Polonais. Dans la province de Galicie, récemment annexée et située en Ukraine occidentale, il n'hésita pas parfois à fournir armes et approvisionnements à certains secteurs de la résistance polonaise pour contrer les insurgés nationalistes de l'armée insurrectionnelle ukrainienne. Cependant, ce revirement fut inutile. Le 15 octobre 1944, les troupes de l'armée rouge entrèrent en Pologne et peu avant le retrait allemand, le gouvernement général fut officiellement dissous. Bien que les pillages, exécutions, meurtres et désordres rendaient la vie insupportable dans les zones sous domination nazie en Pologne, de l'autre côté de la nouvelle frontière, dans la partie contrôlée par les soviétiques, les Polonais ne trouvèrent pas de meilleures conditions. Le ressentiment de Staline envers la Pologne remontait à la guerre polono-soviétique et à la défaite subie par l'armée rouge lors de la bataille de Varsovie en 1920, connue des Polonais sous le nom de miracle de la Vistule. À cette époque, Staline fut vivement critiqué pour ne pas avoir assuré le soutien de la première armée de cavalerie aux forces du maréchal Mikhaïl Tukhachevski, une erreur aux conséquences graves. Des années plus tard, en 1937, il profita des purges pour ordonner l'exécution de Tukhachevski sur la base de charges fabriquées, initiant ainsi la sanglante épuration de l'armée rouge. Dans les années 1930, le NKVD, dans sa campagne d'accusation d'espionnage, trouva une cible facile dans la grande communauté polonaise vivant en Union soviétique, composée en grande partie de militants communistes, persécutés et utilisés comme boucs émissaires dans les procès répressifs. Nikolaï Yezhov, à la tête du NKVD pendant la Grande Terreur, développa une véritable obsession pour les supposées conspirations polonaises. Dans le cadre de l'ordre 00485, émis le 11 août 1937, les Polonais furent implicitement définis comme ennemis de l'État. Après à peine 20 jours d'arrestation, de tortures et d'exécutions, Yezhov remit un rapport à Staline qui répondit par son approbation « Excellent ! Continue de traquer et de purger cette racaille polonaise. Élimine-la pour le bien de l'Union soviétique. » La campagne spécifiquement dirigée contre les Polonais pendant la Grande Terreur entraîna l'arrestation de 143 810 personnes accusées d'espionnage, 111 091 furent exécutées. La probabilité qu'un citoyen polonais soit fusillé durant cette période était 40 fois plus élevée que celle de tout autre habitant de l'URSS. Selon les dispositions du traité de Riga de 1921, qui mit fin à la guerre polono-soviétique, la Pologne avait conservé des territoires de l'ouest de la Biélorussie et de l'Ukraine, les colonisant avec des vétérans des légions du maréchal Józef Piłsudski. Cependant, après l'entrée de l'armée rouge à l'automne 1939, plus de 5 millions de Polonais se retrouvèrent sous domination soviétique. Pour Moscou, toute expression de patriotisme polonais était par définition contre-révolutionnaire. Le NKVD arrêta alors 109 400 personnes, dont la majorité finit au goulag et 8 513 furent exécutées. La répression soviétique s'abattit sur tous ceux capables d'incarner ou de préserver l'esprit national polonais. Propriétaires terriens, avocats, enseignants, prêtres, journalistes, officiers et fonctionnaires. Il s'agissait d'une stratégie consciente de lutte des classes et d'élimination des élites nationales. La Pologne orientale occupée par les soviétiques fut répartie, la zone septentrionale annexée à la Biélorussie et la zone méridionale intégrée à l'Ukraine.
Les déportations massives vers la Sibérie et l'Asie centrale commencèrent le 10 février 1940. Sous des températures descendant en dessous de -30 degrés Celsius, des régiments de fusiliers du NKVD escortèrent 139 794 Polonais de la première vague. À coups de cris et de crosses sur les portes, les familles sélectionnées étaient informées de leur nouveau destin. Des soldats de l'armée rouge, accompagnés de miliciens ukrainiens et dirigés par un officier du NKVD, faisaient irruption dans les foyers, armes au poing et proférant des menaces. Ils fouillaient les armoires, retournèrent les matelas et cherchèrent des armes supposées cachées. À la famille Adamczyk, un officier lança « Vous faites partie de l'élite polonaise, les maîtres et seigneurs. Vous êtes ennemis du peuple. » Parmi les phrases les plus répétées par les agents, il y en avait une qui résumait la logique de la répression soviétique. Celui qui a été polonais sera toujours un koulak. Les familles disposaient à peine de quelques minutes pour se préparer au pénible transfert, ce qui les obligeait à abandonner leurs maisons et fermes sans possibilité de résistance. La plupart restaient paralysés devant un tel destin. Les hommes, adultes ou enfants, étaient forcés de s'agenouiller contre le mur, tandis que les femmes rassemblaient à la hâte ce qu'elles pouvaient emporter. Une machine à coudre qui leur permettrait peut-être de gagner leur vie en exil, des ustensiles de cuisine, du linge de lit, des portraits de famille, une poupée en chiffon ou des livres scolaires. Certains soldats soviétiques montraient ouvertement leur gêne et, à voix basse, s'excusaient. Dans des cas isolés, il était permis aux familles de traire une vache ou de sacrifier un petit poulet ou cochon pour avoir un peu de nourriture pour le voyage qui les attendait. 3 semaines enfermés dans des wagons à bestiaux. Tout le reste devait être abandonné. Ainsi commença une nouvelle diaspora polonaise, marquée par le déracinement forcé et la souffrance.